Bonjour, nous allons discuter maintenant du soliton, une vague extraordinaire qui, comme on le verra, sera particulièrement liée à Dijon. Donc cette conférence a été enregistrée pour la Fête de la Science 2003. Elle a été donnée au Village des Sciences de Dijon le dimanche 15 octobre 2023. De quoi nous allons parler? Nous allons parler d'une histoire qui s'étale sur plus de 150 ans. Elle a commencé au début du 19e siècle, en 1834, et elle continue encore de nos jours. Je vais parler surtout des solitons, c'est le titre principal de la conférence, mais je vais aussi évoquer un parent proche, ce sont les vagues scélérates. Donc deux types de vagues, le soliton, puis les vagues scélérates que j'essaierai de discuter. Et je vais aussi naviguer entre deux domaines de la physique. Le domaine de l'hydrodynamique, qui est l'étude des vagues, que ce soit dans un canal ou bien que ce soit sur les océans, et le domaine des fibres optiques, où on va transporter la lumière dans un petit fil de verre, et ça sur plusieurs dizaines de kilomètres. Je ne vais pas m'intéresser uniquement à ce qui se passe à Dijon. On va aussi discuter des expériences et des avancées qui sont produites dans d'autres pays, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Russie, que ce soit au Royaume-Uni, ou bien encore au beau milieu de la mer du Nord. Et puis, ce que j'essaierai de vous montrer, c'est que cette histoire des solitons, ça a été marqué par un grand nombre de chercheurs, chacun apportant sa contribution à l'avancée de la connaissance sur ces structures, sur ces vagues bien spécifiques que sont les solitons. Eh bien, c'est parti. Et tout commence en 1834 quand un ingénieur spécialiste dans les écoulements, dans l'hydraulique, dans la construction navale, John Scott Russell, se balade le long d'un canal. Il y a une barge qui est tirée par des chevaux. Et à un moment, cette barge s'arrête, ce qui va générer une vague de forte amplitude. John Scott Russell est un très bon connaisseur des vagues, et ce qui le surprend, c'est qu'au lieu d'éclater, ce que font généralement les vagues de grande amplitude, eh bien, cette vague va se propager sans changer son profil. Donc, on va avoir une vague qui va voyager sur plusieurs kilomètres tout en conservant la même forme sans s'étaler, alors que d'habitude, les vagues, soit elles éclatent, soit elles s'étalent. C'est-à-dire, il y a un autre phénomène qui peut agir, qui est la dispersion, qui a tendance bien, à étaler les vagues, à réduire leur amplitude. Mais ici, rien de tout ça pour cette vague. Donc ça, bien sûr, ça a surpris John Scott Russell. Il a répété cette expérience, il a aussi considéré d'autres cas, et là, il a été convaincu qu'il avait quelque chose d'anormal, quelque chose d'assez extraordinaire. Le nom qu'il a choisi pour décrire cette vague qui se propageait toute seule, c'était une vague solitaire, ou il appelait ça également une vague de translation. Pour ceux qui connaissent un peu les mathématiques, hein, on a un profil donné qui se déplace identique à lui-même, on dit qu'il fait une translation. Alors, il va présenter ses travaux à ses collègues physiciens, et là, l'accueil, il est pas forcément très bon. Il est même mauvais, et il y a des personnes qui lui reprochent que ses observations ne sont pas forcément possibles. Ça rentre pas dans le cadre de ce qui est connu à l'époque, donc les gens doutent fortement du bien fondé de toutes ces observations, où il n'y a pas d'explication encore pour ces observations. Il n'y a pas l'origine physique qui est clairement établie. Et il reçoit par exemple des critiques très négatives de George Gabriel Stokes, qui était parmi les plus illustres euh, experts du domaine des vagues. Ce qu'il faut savoir, hein, le domaine de l'hydrodynamique, donc de l'étude des vagues,
C'est basé sur un ensemble d'équations qu'on appelle les équations de Navier-Stokes. Donc, quand l'un des pairs de ce domaine attaque directement les observations que vous rapportez, forcément, c'est pas forcément bon signe. Bon, je vous ai parlé des équations de Navier-Stokes. Donc, il y a Stokes et puis il y a aussi Navier, Henri Navier. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'Henri Navier est né à Dijon. C'est un Dijonnais qui est internationalement connu pour les physiciens comme étant l'un des fondateurs des principes actuels des vagues hydrodynamiques. Or, Henri Navier, il n'a pas participé à ces discussions à l'époque, il était déjà mort. Donc voilà, en 1846, l'accueil est plus que froid par rapport à ces observations. Mais ça ne va pas décourager des ingénieurs qui vont essayer, encore une fois, de reproduire ce qu'a fait Russell. Et cette seconde observation de ces vagues si particulières, elle est faite à Dijon. Elle est faite notamment par Henri Bazin. Ici, c'est un médaillon d'Henri Bazin qu'on peut trouver derrière l'église Saint-Michel. Euh, Ces observations, il va les faire dans un bief du canal de Bourgogne, pas très loin du parc de la Colombière. Alors, Henri Bazin, c'est pas forcément le plus connu des scientifiques dijonnais. Un nom qui est davantage connu par la population, c'est le nom de son supérieur hiérarchique. Henri Bazin rendait compte de ses travaux à Henri Darcy, qui lui était à la capitale. Donc, Bazin va refaire des choses similaires à Russell. Il va affiner les mesures, il va faire davantage de mesures systématiques. Il rapporte tout ça dans les recherches hydrauliques qu'il co-signe avec Darcy. Et quand on regarde le premier chapitre du deuxième tome des recherches hydrauliques, ça commence par cette étude, et la première phrase, c'est un mémoire de John Scott Russell, publié en 1845, contient le compte-rendu d'expériences fort intéressantes faites par l'auteur sur un phénomène remarquable et peu étudié jusqu'à présent, auquel il donne le nom d'onde de translation. Et on voit, hein, il y a de très nombreux tableaux qui sont rapportés par Bazin qui vont dans le même sens que Russell. Lui aussi, il observe bien ces ondes, ces vagues. Il en mesure la vitesse. Il peut voir que ça dépend de la profondeur de l'eau dans le canal. Alors, peut-être qu'il est maintenant temps que je vous montre un petit peu à quoi peut ressembler ce soliton. Et bien là, vous voyez, dans une petite rigole, cette vague particulière. Alors ça, c'est un peu une observation anecdotique. On peut faire des observations plus propres. Et c'est notamment ce qu'on peut faire à l'Université de Bourgogne. On dispose d'un petit canal hydrodynamique qui fait quand même déjà quelques mètres, une bonne dizaine de mètres, ce qui va nous permettre de générer ce genre de vague bien particulière. Et là, on voit cette vague solitaire qui a un profil bien défini et il conserve ce profil bien défini même après une réflexion sur le bord du canal. Or ce canal, on peut le trouver à la faculté des sciences Mirande dans l'aile de physique. Alors, ce qui va débloquer toute la compréhension de ces vagues solitaires, c'est les travaux de théoriciens et notamment de Boussinet, qui en 1972 se remet à travailler un petit peu sur les explications physiques qu'on peut donner par rapport à ce qui se passe quand on a une vague d'une assez forte amplitude qui se propage dans un milieu où normalement elle devrait soit exploser, soit être dispersée, c'est-à-dire être étalée. Et il va essayer de considérer un petit peu les cas intermédiaires. Donc c'est un article qui est surtout de consistance mathématique, hein, c'est 54 pages d'équations.
Donc c'est publié dans le journal de mathématiques pures et appliquées, mais ça permet de faire avancer vraiment les réflexions. Et la première phrase de cet article, c'est tous les ingénieurs connaissent les belles expériences de John Scott Russell et de Monsieur Bazin sur la production des ondes solitaires. Donc là, on voit le rôle qui est reconnu à Russell et à Bazin. Et on voit aussi la nature très complémentaire des travaux. Russell, Bazin, c'est avant tout des observations, des mesures, alors que Boussinet, lui, va s'atteler à une description beaucoup plus formelle du comportement physique des vagues. Et ces travaux, ils vont, euh, ils vont devenir totalement satisfaisants avec les travaux réalisés par Kuttelberg et De Vries à Amsterdam, qui vont aboutir à une équation relativement simple pour décrire le comportement du fluide dans ces canaux et également pour décrire eh bien, la forme des solitons. Donc là, vous voyez, on a un profil pour cette vague qui est bien particulier. Ils vont trouver l'expression mathématique pour décrire cette forme. Donc à partir de là, on peut dire qu'on a compris totalement le soliton qu'on avait dans les canaux. On est capable de prédire sa forme, on est capable de prédire également sa vitesse, et on a compris son origine physique. Je vous avais dit, il y a des effets quand on a une vague de forte amplitude qui ont plutôt tendance à vouloir exploser la vague. On a d'autres effets qui, au contraire, ont envie d'étaler la vague. Eh bien, ce qui se passe quand on a un soliton, quand on a la forme idéale de ce soliton, on est dans une configuration, dans un cas très particulier, où on assiste à un équilibre parfait entre les forces qui voudraient bien, faire exploser la vague et les forces qui voudraient l'étaler. Donc à partir de deux effets qui a priori sont des effets nuisibles, on arrive à avoir une annulation de ces deux effets nuisibles pour avoir une vague capable de se propager sur des kilomètres sans changement de forme. Donc avec Kuttenberg et De Vries, on a compris, on pense, le soliton. C'était juste avant la fin du 19e siècle. Qu'est-ce qui va se passer ensuite pendant toute la première moitié du 20e siècle? Eh bien rien. Le sujet fait beaucoup moins l'objet d'attention. C'est un peu rangé dans les curiosités de la nature. Et il y a moins de recherches marquantes sur ce domaine. Tout va changer après la Seconde Guerre mondiale. Et l'impulsion, elle est donnée à Los Alamos, un très grand centre de recherche qui est notamment connu comme étant le lieu où la bombe atomique a été développée, mais c'est aussi un centre qui concentre les cerveaux parmi les plus brillants de l'époque. Et autre atout de Los Alamos, c'est qu'il dispose des premiers ordinateurs. À Los Alamos, il y a le MANIAC qui permet de réaliser des calculs et donc d'aller explorer des situations qu'on n'arrive pas forcément à faire avec les techniques mathématiques de l'époque. Alors ici, c'est vu comme un super ordinateur. Ses performances, elles restent par contre relativement modestes par rapport à ce qu'on sait faire de nos jours. La puissance du maniaque, c'était 10 000 opérations par seconde. Donc c'est ridicule par rapport à la puissance qu'on peut avoir dans le moindre smartphone de nos jours. Alors, à quoi va être utilisé Maniac? Eh bien, on a trois très grands physiciens, Fermi, Pasta et Ulam, qui vont essayer d'utiliser l'ordinateur pour modéliser ce qui se passe quand on a des boules qui sont reliées par des ressorts. Alors, en fait, ces boules, ce sont des atomes,
et les ressorts, ça correspond aux forces d'interaction entre ces atomes. Quand les forces sont simples, quand les mouvements des atomes sont réduits, on sait traiter ce problème analytiquement, on a des solutions. Un élève en licence de physique sait tout faire et trouvera la manière dont vont pouvoir vibrer les petites boules, dont vont pouvoir vibrer les atomes. Ce qui va devenir beaucoup plus compliqué, c'est si les forces, si les interactions entre les atomes deviennent un petit peu plus élaborées. Dans ce cas-là, on n'aura plus une relation simple de proportionnalité entre le mouvement de l'atome et puis la force qui lui est appliquée. On aura ce qu'on appelle une relation non linéaire et ça va bloquer beaucoup de calculs. Donc, on a besoin d'un ordinateur. C'est ce problème que Fermi, Pasta ou Lam vont étudier. Et dans cette étude, si on regarde bien l'article initial, il y a une petite note quand même. C'est nous remercions Marie Tsingou pour son aide à l'élaboration de cet article. Donc c'était une jeune physicienne à l'époque. Et quelle a été sa contribution? Est-ce que ça a été faire le café pour ces trois physiciens? Non, pas du tout. Elle a eu une contribution majeure. C'est elle qui a codé Maniac, qui a trouvé la manière d'établir l'algorithme numérique pour résoudre le problème, et c'est elle ensuite qui a fait tourner les simulations numériques. Donc un rôle majeur. De nos jours, Tsingu serait auteur de l'article scientifique. Donc maintenant, on parle de problèmes de Fermi, Pasta ou Lam Tsingu pour vraiment remettre en avant sa contribution qu'il ne faut absolument pas oublier. Alors, du coup, quel a été le résultat de cette expérience numérique? Eh bien, nos trois grands physiciens, leur intuition leur disait que si on commençait à faire vibrer les atomes, eh bien, ça allait exciter un petit peu toutes les possibilités de vibration qu'on a au niveau de la répartition des atomes et qu'à la fin, on aurait eh bien, toutes ces possibilités qui existeraient avec la même probabilité, avec la même chance d'exister. Donc, quand ils réalisent des simulations, eh bien, ils s'aperçoivent que, bon, bah, voilà, ils excitent un atome, ça excite d'autres façons de vibrer des autres atomes, et à partir de là, ils se disent, bon, bah, ça va dans le bon sens, sauf que à partir d'un certain moment, il n'y a plus qu'une seule façon de vibrer qui existe, et c'était la façon de vibrer initiale. Donc ça va complètement à l'encontre de l'intuition des physiciens de l'époque. C'est pour ça que ce papier est vu comme un papier fondateur, parce qu'il pose de nouveaux problèmes à la communauté scientifique. Alors, derrière, bah, forcément, beaucoup d'autres chercheurs ont été intéressés pour essayer de mieux comprendre ce qui pouvait se passer. Et il y a notamment un article en 1965 qui a pour la première fois parlé de soliton, qui a utilisé pour la première fois ce mot-là. Alors, cet article a considéré initialement une vague, et cette vague, eh bien, ce qu'on voit, c'est qu'elle s'est séparée en plusieurs vagues. Donc, on a plusieurs vagues qui viennent interagir, qui vont subir des collisions les unes avec les autres, mais qui maintiennent quand même leur force. Et on voit qu'à intervalles réguliers, eh bien, on retrouve plus ou moins les mêmes profils. Donc ça a été eh bien, une avancée assez majeure. Alors, il y a quelques points quand même que je peux préciser. C'est en fait, heu, ces personnes, ces chercheurs, ils ont pas travaillé sur des vagues. Eux, ce qu'ils ont essayé, de modéliser, le sujet de leur attention, c'était ce qui se plaçait, dans les plasmas. Donc un plasma, c'est un nouvel état de la matière,
c'est un état de la matière différent de liquide, solide et gazeux. C'est des atomes qui sont ionisés. Alors très très loin, a priori, du domaine des vagues, sauf que mathématiquement, eh bien, les plasmas, ça s'écrit de la même manière qu'une vague dans un canal. C'est l'équation de Gutenberg et de Vries. Donc, ils peuvent se baser sur tout ce qui a déjà été imaginé par Gutenberg et de Vries. C'est les mêmes équations derrière. Donc, ils savent qu'il existe des vagues solitaires dans leur plasma. Un autre point aussi qu'on peut remarquer, c'est que le premier auteur, Zabouski, c'est pas un chercheur universitaire, c'est un chercheur qui travaille dans l'industrie au sein des laboratoires Bell. Donc ces solitons, eh bien, ça a intéressé dès le début le domaine industriel. Donc là, c'est l'image qui correspond à la vidéo que je vous ai montrée, où on voit ces vagues qui apparaissent dans le plasma, qui vont rencontrer d'autres vagues, d'autres solitons, et qui vont préserver leur forme intacte après la collision qu'ils ont. Donc on a une robustesse intrinsèque de ces vagues solitons, et ça, on peut le vérifier également dans notre canal. Alors, ce qu'on voit ici, c'est la génération d'un premier soliton, comme on avait montré tout à l'heure. Et ce soliton va frapper la paroi et il va revenir dans la direction inverse. On lance un nouveau soliton. Donc, deux solitons se propageant dans des directions opposées, ils vont rentrer en collision. Et ce qu'on voit, c'est que chacun soliton euh, continue son chemin, n'est pas affecté par cette collision. Donc, ces solitons, c'est une vague robuste. Donc, on a vraiment là un objet, on a quelque chose d'extrêmement intéressant. Alors, les travaux s'enchaînent alors. On a également des travaux mathématiques extrêmement avancés qui proposent des nouvelles méthodes. C'est par exemple la contribution de Vladimir Zakharov, un brillant chercheur russe qui est décédé il y a quelques semaines. On a dès lors une boîte à outils qui est extrêmement performante, qui va permettre non seulement de prédire les caractéristiques des solitons, mais aussi eh bien, des autres membres de la famille des solitons, parce qu'on a des grands frères. Par exemple, ici, on a un soliton d'ordre supérieur. Lui, son comportement va être un petit peu différent du soliton traditionnel. Ce soliton d'ordre supérieur, il va se comprimer, il va ensuite s'étaler, se recomprimer, s'étaler, et ainsi de suite, de manière périodique. C'est-à-dire il retrouve bien sa forme identique à lui-même, mais seulement après une certaine distance. Alors, les techniques ici mathématiques, elles sont loin d'être triviales. C'est une technique qui s'appelle la technique de la diffusion inverse et qui porte également un autre nom. On l'appelle également la technique de l'analyse de Fourier non linéaire. Et ça, c'est un clin d'œil à la méthode mathématique d'analyse proposée par Joseph Fourier, un bourguignon extrêmement illustre qui a proposé de décomposer n'importe quel problème sur une somme de sinusoïdes, donc de petites vagues simples. Donc cette technique d'analyse de Fourier, initialement, ça a été pensé dans le domaine de la propagation de la chaleur, mais ça a trouvé des applications phénoménales, notamment dans tout ce qui est traitement du signal, au point que la société de l'information et des communications telle que nous la vivons actuellement utilise de manière extrêmement intensive la transformée de Fourier. Donc pour les solitons, c'est pas directement la transformée de Fourier, c'est une version plus élaborée, plus compliquée à manipuler. Alors revenons à Dijon. À Dijon,
on va avoir à l'Université de Bourgogne et notamment à la Faculté des sciences de Dijon, eh bien, des travaux conséquents sur ces solitons. Ils ont été faits dans le laboratoire Ondes et structures cohérentes, un laboratoire qui n'existe plus, qu'on pourrait rattacher maintenant au laboratoire interdisciplinaire Carnot de Bourgogne. Et ils ont été notamment effectués sous l'impulsion de Michel Remoisnet, qui est décédé il y a quelques années. Son ouvrage des ondes appelé Soliton reste encore de nos jours, plus de 30 ans après sa publication, un ouvrage de référence de la communauté internationale. Alors, Michel Remoisnet était aussi bien impliqué dans la vulgarisation scientifique, hein. C'est lui qui a par exemple œuvré pour bâtir ce canal à Soliton. Et à la fin de sa carrière, il a également écrit différents ouvrages plus loin de la physique, notamment des romans. Et à Dijon, qu'est-ce qui a été étudié? Donc, il y a eu des solitons, mais dans d'autres domaines. Par exemple, ça a pu être des solitons dans le domaine électrique. Donc, on peut réaliser des circuits électroniques. Ces circuits électroniques, on va avoir des ondes électriques qui vont pouvoir s'y propager. On va pouvoir ensuite les analyser. Et là, ce qu'on observe, eh bien, c'est deux impulsions solitoniques qui vont rentrer en collision et qui vont pouvoir avoir les propriétés des solitons. Un autre outil d'étude, eh bien, on le voit sur cette photo ici, c'est les chaînes de pendules couplées. Donc là, il faut se remémorer un petit peu les boules reliées par des ressorts qui étaient étudiés par Fermi Pasta-Ulam. Ici, c'est des petits pendules qu'on a qui sont eux aussi reliés par des ressorts, si bien que le mouvement d'un des pendules va être communiqué au pendule suivant. Et dans ces chaînes de pendules, on peut également générer des solitons. Donc, je vais vous mettre une vidéo pour illustrer tout ça. C'est pas une vidéo qui a été enregistrée à Dijon. La chaîne ressemble beaucoup aux chaînes dijonnaises qu'on a et on peut y voir, eh bien, le mouvement d'un soliton dans cette chaîne de pendules. Là, on voit une vague, une onde qui se propage identique à elle-même, donc le profil est toujours le même et qui va passer comme ça d'un pendule à son voisin. Un autre nom illustre parmi les physiciens dijonnais, c'est Michel Pérard, qui a été à l'Université de Bourgogne jusqu'en 1992 avant de rejoindre l'École normale supérieure de Lyon. Lui aussi, il a écrit avec l'un de ses doctorants un ouvrage qui fait figure de référence dans la communauté des solitons. Alors, il s'est intéressé aux solitons dans un autre domaine. Il a pu étudier les solitons dans des brins d'adénène. Là aussi, eh bien, on a un réseau qui peut vibrer et on peut observer ces vibrations de solitons. Ce problème d'ondes particulières qui existe euh, dans les équations, ça a aussi intéressé les mathématiciens. Donc là, le laboratoire auquel sont affiliés ces mathématiciens, c'est l'Institut mathématique de Bourgogne. Donc Vladimir Matveev a lui aussi réalisé un ouvrage qui est connu internationalement par les gens qui font des solitons. Et encore de nos jours, des chercheurs comme Christian Klein sont très actifs dans la résolution des équations où des solitons peuvent exister. On peut aussi citer l'activité du laboratoire IMVIA. Je vous avais parlé de propagation d'ondes dans des circuits électriques. Ce savoir-faire, on le retrouve au sein de ce laboratoire. Donc voilà, on a vu qu'il y avait une dynamique très très intense de recherche autour de ces solitons dans différents milieux. Et si vous vous rappelez mon introduction, je vous avais parlé du domaine de l'optique et des fibres optiques. Eh bien, on y arrive. En effet,
Dans les années 60, on a deux ingrédients nécessaires au soliton qui vont apparaître. Pour avoir un soliton de lumière, il nous faut déjà une vague de forte amplitude. Eh bien ça, le laser va nous permettre d'avoir cette vague de lumière de forte amplitude. Le laser, on peut l'attribuer notamment à Mennmann. Et ce qu'il nous faut aussi, c'est avoir le milieu de propagation pour cette lumière. Donc, pour le soliton, c'était le canal hydraulique. Eh bien, ce qui va faire office de canal hydraulique, ce sera la fibre optique. Et on peut l'attribuer à Charles Cao en 1966. Alors, ces deux chercheurs ont chacun reçu le prix Nobel pour leurs avancées décisives. Et juste un petit mot sur la fibre optique. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un petit fil de verre extrêmement fin. Le diamètre, c'est seulement 125 microns, c'est-à-dire la taille d'un cheveu. Et la lumière, elle va se propager dans la partie la plus centrale de la fibre optique, son cœur. Et lui, le cœur, il a un diamètre qui n'excède pas 10 microns. Donc voilà, on enferme la lumière dans un petit cœur de verre et la lumière, elle va se propager comme ça tout le long de la fibre. Alors, physiquement, c'est le phénomène qui permet ça, c'est que notre morceau de verre n'est pas homogène. L'indice optique au centre de la fibre optique est légèrement supérieur à l'indice de sa gaine, ce qui va permettre un phénomène physique qui est la réflexion totale. Là, on va avoir comme un miroir parfait entre la gaine et le cœur, ce qui permet de conserver la lumière dans le cœur de la fibre optique. Et quand on fait des télécommunications optiques, ce qu'on envoie, c'est des petites impulsions lumineuses dans cette fibre optique. Du coup, l'idée d'observer des solitons dans les fibres optiques est venue en 1973. C'est cette idée, cette contribution qu'on fait cette année, c'est ça qui m'a motivé à donner cette conférence. Les deux chercheurs qui ont eu cette idée, c'est Akira Hasegawa, qui est encore en vie, qui est encore actif, et Frédéric Teppert. Les deux étaient membres des laboratoires Bell. Donc, ce n'étaient pas des universitaires, ils travaillaient dans une entreprise industrielle. Et seulement quelques années avant de faire cette proposition, ils connaissaient absolument rien à l'optique. C'était absolument pas leur expertise. Mais ils savaient tout des plasmas. Or, on a les mêmes équations dans les plasmas et dans les fibres optiques. Du coup, tout leur savoir-faire, toute leur expertise initiale, ils ont pu la transformer au domaine des fibres optiques. Quand on regarde cet article, eh bien, c'est un article très court, c'est quasiment que 2 pages. Donc là, on est très loin des travaux de Boussinet avec plusieurs dizaines de pages. Et ces 2 pages, ça suffit pour présenter le concept de soliton dans les fibres optiques, pour introduire toutes les équations nécessaires, pour faire les simulations numériques des différents cas, pour discuter leur robustesse par rapport à toutes les perturbations, et pour introduire un nouvel algorithme numérique qui s'appelle la transformée de Fourier à pas divisé. Donc en seulement 2 pages, ils ont vraiment eu une contribution des plus conséquentes. C'était en 1973 et en 1980, toujours au laboratoire Bell, on a la première démonstration expérimentale. Donc elle est due à Lynn Modenauer et en quoi elle consiste? Eh bien, les ingénieurs des Bell Labs ont envoyé une impulsion optique extrêmement brève quelques picosecondes. Donc la picoseconde, c'est un devant lequel on a mis, eh bien, hop, vous voyez, 12 zéros. Donc c'est un millième de milliardième de seconde. Donc quelque chose d'extrêmement bref. Et normalement,
Une impulsion aussi brève, si on l'envoie dans une fibre optique, eh bien, elle doit s'étaler très fortement. Sauf que si on envoie assez de lumière, une puissance suffisante, eh bien, on ne va pas observer cet étalement, on va observer le comportement d'un soliton et en sortie de la fibre, on aura la même chose que ce qu'on avait en entrée. Et ça, c'est confirmé par les expériences de Mollenhauer. Dans leur papier, ils n'ont pas juste regardé cet aspect, ils ont essayé de voir aussi ce qui se passait quand on augmentait encore la puissance. Et là, ils génèrent un soliton d'ordre supérieur qui est plus court que l'impulsion initiale. Donc on est très loin de la dynamique qu'on pouvait avoir dans le régime quand il n'y a pas beaucoup de puissance, où on a surtout un étalement des impulsions. On voit qu'ici, on a au contraire une impulsion qui va venir se compresser. Donc bien sûr, tout ça, ça va stimuler beaucoup d'intérêt dans le domaine des télécommunications. Là, une impulsion qui se propage identique à elle-même, c'est parfait pour les télécommunications optiques. C'est le Graal, c'est l'impulsion rêvée. Donc, ça a généré des dizaines de milliers d'articles, de travaux. Là, c'est un tout petit panel des livres qui ont pu être consacrés aux solitons optiques, notamment dans les fibres optiques, donc énormément de travaux, qui ont aussi conduit à des solutions industrielles. Il y a eu deux sociétés qui sont lancées sur des solutions à base de solitons optiques et une société française, Algeti, et une branche d'une entreprise anglaise, Marconi. Malheureusement, ils sont lancés dans l'euphorie des 2000 des télécommunications optiques et aucune des deux n'a survécu au crash de la bulle Internet. Donc, au final, est-ce qu'il y a des communications par fibre optique qui utilisent les solitons? La réponse, c'est non. C'est certes une solution techniquement magnifique, mais il faut plus de puissance. Donc ça consomme plus d'énergie, donc ça a des coûts d'opération plus importants. Et du coup, ce n'est pas la solution que les opérateurs des télécommunications ont favorisée. Donc l'application des solitons optiques, ce n'est pas l'application initialement pensée pour les télécommunications. Néanmoins, ces solitons optiques ça va libérer d'autres applications auxquelles on ne pouvait absolument pas penser initialement. On va notamment avoir des nouvelles sources de lumière, des nouveaux lasers qui vont être rendus possibles grâce à ce concept de soliton où on a un équilibre entre les effets liés à la forte amplitude et les effets dispersifs. Donc on va voir toute une gamme de nouveaux lasers qui vont apparaître avec des propriétés qui étaient impossibles à réaliser avant. Donc ça peut être des lasers qu'on va utiliser pour faire de la métrologie extrêmement précise. Ça va être des lasers qui vont avoir en même temps toutes les couleurs du spectre visible, mais aussi des couleurs de l'infrarouge. Ça, c'est quelque chose qui était impossible à réaliser avant. Donc, ces solitons, ils ont tout un panel d'applications réelles, mais absolument pas dans le champ initialement visé. Au final, c'est pas grave. Toutes les recherches qui ont été réalisées dans les télécommunications optiques ont porté leurs fruits, mais ailleurs. Et à Dijon, est-ce qu'on s'est intéressé ou pas aux télécommunications optiques? La réponse, c'est oui. Il y a une équipe totalement dédiée aux aspects des solitons, des lasers, des communications optiques. C'est une équipe initialement qui s'appelait SLCO, qui a été fondée par Guy Millot et qui fait partie du laboratoire interdisciplinaire Carnot de Bourgogne. Vous voyez, c'est plus d'une quinzaine de chercheurs qui, eh bien, s'intéressent
à ces phénomènes, pas uniquement pour les télécommunications, ça peut être pour des applications qui peuvent aller jusqu'au biomédical. Alors, je ne vais pas essayer de vous expliquer tout ce qu'on fait au sein de l'équipe, hein. C'est plusieurs centaines d'articles scientifiques qui ont été publiés depuis sa création. Je vais juste montrer un exemple, un prototype qu'on a pu réaliser qui utilise ces solitons. Et à travers ce prototype qu'on a breveté, ce qu'on est en mesure de faire, c'est des trains de solitons à des cadences extrêmement élevées. On peut générer des très belles impulsions solitoniques à des cadences de plusieurs dizaines de milliards de fois par seconde. On peut même aller jusqu'à plusieurs milliers de milliards d'impulsions générées par seconde. Donc tout ça, ça implique un savoir-faire pour créer ces impulsions, pour bien les façonner avec la bonne forme, pour pouvoir les contrôler et pour pouvoir les détecter. Donc sur ça, on a une plateforme expérimentale qui fonctionne bien. On a également un savoir-faire théorique, un savoir-faire de simulation numérique. Eh bien, dans mon introduction, je vous avais dit que je vous parlerai de deux formes de vagues, le soliton. Là, j'ai maintenant dit ce que j'avais envie de vous faire passer. Et je vous avais parlé aussi des vagues scélérates. Alors, ces vagues scélérates, qu'est-ce que c'est? Eh bien, en voilà un petit panel. Alors, on ne voit pas directement ces vagues scélérates, mais on voit leurs conséquences, c'est-à-dire des navires complètement éventrés. Et là, on ne parle pas de petits navires, c'est des gros navires de croisière, ou bien ça peut être également des porte-avions. Donc, on imagine la force de ces vagues pour pouvoir créer de tels dégâts. Alors, ces vagues, elles sont non seulement extrêmement puissantes, mais il y a quelque chose qui, en plus, complique radicalement leur étude, c'est que c'est des vagues qui apparaissent de nulle part et qui disparaissent ensuite sans laisser aucune trace. Donc ça, les chercheurs, ils n'aiment pas, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de mesure pour pouvoir les comprendre, pour pouvoir les étudier. Donc là, on est très loin des vagues de solitons qui, dès l'origine, avaient été précisément mesurées par Russell et par Bazin. Là, on n'a pas le profil de cette vague. Enfin, si, on a eu en 1995, grâce à cette plateforme pétrolière qui est située en mer du Nord, qui est la plateforme Dropner, un enregistrement du profil de ces vagues scélérates. Donc, l'avantage de ces plateformes pétrolières, c'est qu'elles sont bardées de capteurs. Et là, ce qu'on voit, eh bien, c'est qu'à un moment, on a une vague qui est particulièrement forte. Bon, on a déjà une mer agitée, mais à un moment, là, on a un véritable mur d'eau avec une hauteur entre le creux de la vague et son pic qui excède 20 mètres. Donc là, on peut comprendre les dégâts sur les navires. Donc nous, ce qu'on a cherché à faire, eh bien, c'est utiliser l'optique pour essayer de comprendre potentiellement ce qui se passe ici, au milieu des océans. Et comme il y avait peu de pistes d'explication par rapport à ces vagues géantes, on a été regarder un peu dans la littérature, guidé aussi par des collègues, et il y a une solution mathématique qui est parue assez pertinente. C'est une solution qui avait été proposée en 1983 par Howell Peregrine, qui était un mathématicien spécialisé dans l'hydraulique. Donc c'était il y a 40 ans, donc c'est un autre anniversaire. Et il avait proposé comme solution une vague donc, que je représente ici, qui naît de nulle part, qui devient de plus en plus puissante et qui, derrière, fait le chemin inverse et disparaît complètement. Ce qu'il faut savoir, c'est que des solutions mathématiques,
Et il y en a des centaines qui apparaissent tous les jours. Donc, c'est dur de savoir lesquelles sont particulièrement pertinentes, notamment par rapport à ce qui peut être physiquement réalisé, et lesquelles sont juste une solution exacte, mais qui n'est pas forcément pertinente pour expliquer un phénomène physique. Or, nous, on a cherché à voir ça dans le domaine de l'optique parce que personne n'avait jusque-là étudié expérimentalement cette vague de pérégrine, on va dire. Donc ça, on l'a réalisé sur notre plateforme expérimentale, c'était en 2010. Donc le concept de l'expérience est relativement simple, hein. On part d'un laser qu'on va venir perturber. On va propager tout ça dans une fibre optique. On a ici pas mal de puissance, hein, ce qui va nous permettre d'exciter tous les effets qu'on peut avoir dans cette fibre optique. Et derrière, on caractérise. Donc ça, c'est une expérience, comme j'ai dit, en 2010, faite à Dijon, en lien très fort avec l'Université de Franche-Comté. Et là, je dois citer la collaboration qui maintenant dure depuis plusieurs décennies avec John Michael Dudley, qui travaille dans le laboratoire FemtoST. C'est un laboratoire qui lui aussi dispose de connaissances très avancées sur tous ces phénomènes comme les solitons dans le domaine de l'optique. Donc là aussi, un laboratoire très important dans notre région. Et on a aussi travaillé avec Neil Akhmediev, qui est un chercheur d'origine russe, maintenant travaillant en Australie. Et voilà les résultats. Ce qu'on observe, c'est qu'initialement, on a juste une petite perturbation, et au fur et à mesure, eh bien, cette perturbation va devenir de plus en plus intense. Là, on a quelque chose qui est significatif, et ensuite, ça disparaît. Donc, on a là des signes de présence du solitonte pérégrine. Donc, c'est extrêmement intéressant. Donc, ça, c'est une autre vue de l'apparition ici d'un pic de lumière en rouge, alors qu'initialement, hein, on est quasiment plat. Donc, on a bien quelque chose qui vient de nulle part et puis qui ensuite disparaît. Ici, ce sont nos expériences qu'on peut comparer avec les résultats de simulation numérique, parce que l'avantage de l'optique, c'est qu'on connaît tous les paramètres, c'est mesuré très précisément, donc on est capable vraiment de faire des simulations numériques qui reproduisent totalement notre expérience. Là, on voit qu'on a un accord excellent entre ce qu'on mesure et ce qu'on peut prédire grâce à l'ordinateur. Et bien sûr, ce qui est important, c'est de comparer nos résultats expérimentaux avec la solution prédite par Howell Peregrine, la solution mathématique de son onde. Et ce qu'on voit, c'est que l'accord, il est très bon. Donc à partir de là, on peut conclure que pour la première fois en physique, on a démontré que la solution de Peregrine existait et qu'elle avait un sens. Et ça,
eh bien, ça a tout de suite stimulé d'autres chercheurs hors du domaine de l'optique. Nos travaux, c'était 2010. Dès 2011, les chercheurs de l'hydrodynamique ont repris l'idée et ils ont pu montrer que des solitons de pérégrine pouvaient également exister dans un canal. Et en reprenant le profil de la valve Trockner, eh bien, ils sont aperçus qu'on pouvait l'ajuster également par un profil de pérégrine. Le domaine des plasmas, je vous ai mentionné à plusieurs reprises ce domaine parce que c'est des équations similaires avec le domaine de l'optique, ce qui a permis par exemple aux chercheurs de plasma de se reconvertir dans la fibre optique. Eh bien, les plasmas, eux, ont eux aussi trouvé des solitons de pérégrine dans les plasmas. Dans le domaine de la quantique, dont on entend beaucoup parler actuellement, eh bien, très récemment, on a des solitons de pérégrine qui ont également été démontrés et des personnes ont pensé voir des solitons de pérégrine dans le domaine de l'économie avec, par exemple, l'évolution du taux de dette italien pendant la crise de la dette italienne. Donc là, ce qui est intéressant de voir, c'est alors que l'optique s'était souvent abreuvé des autres disciplines, cette fois-ci, eh bien, c'est l'optique qui a stimulé, qui a été le premier à proposer une solution pour les autres domaines de recherche. Bon, ben vient maintenant l'heure de conclure. Donc j'ai essayé de vous donner un petit panorama sur 150 années d'études de solitons, notamment à Dijon. Donc les solitons, ça a pu être étudié à Dijon dans les canaux, dans les fibres optiques, dans des chaînes de pendules, dans des circuits électriques. Et le lien entre tous ces milieux très différents, c'est le concept universel d'onde et les équations mathématiques de propagation des ondes. Ce qu'on a pu voir aussi, c'est que chaque avancée, on peut le relier à un nouvel outil, que ce soit un outil expérimental, un outil théorique ou bien un outil numérique. Peut-être que d'autres opportunités s'ouvriront avec l'utilisation de l'intelligence artificielle. Ça, c'est une voie qui est explorée actuellement, notamment en collaboration avec des collègues de l'Université de Franche-Comté, avec John Dudley que j'avais mentionné. Et ce que je trouve personnellement beau concernant ces solitons, c'est qu'initialement, c'était un concept très fondamental, une petite bizarrerie observée dans un canal, et au final, ça a donné des applications pratiques, comme je vous ai dit, dans les sources de lumière de nouvelle génération. Donc je pense que John Scott Russell était à mille lieues de pouvoir imaginer ce que son observation pourrait donner 150 ans plus tard. Et cette histoire des solutions de forte amplitude est loin d'être finie. On peut encore attendre de très belles choses derrière. Donc je vous remercie de votre attention.